Bonjour à tous, bienvenue sur cette keynote organisée par Sweet Home, consacrée au care management. Dont la question est un service de care management rentable, c'est possible. Ce qui m'a donné l'idée de faire cette conférence, c'est le, c'est la reprise la semaine dernière des autonomie planners par Autonomia. C'est donc une actualité qui a été relayée par le fondateur des autonomie planners, Victor Perazzi, et évidemment par Autonomia, et qui interroge sur la pérennité des business models du care management, dans la mesure où on peut se demander pourquoi une jeune entreprise de care management cède, en fait, fusionne ou rejoint Autonomia. Est-ce que c'est parce que le business model est trop compliqué? Ou parce que, en fait, le business model qui avait été choisi par Autonomia et par les autonomie planners est trop compliqué? Ou est-ce que c'est parce que d'autres business models sont possibles, mais que c'était un peu compliqué de les explorer ou de faire un pivot? La question se pose, et au-delà de cette question, on peut s'interroger aujourd'hui sur la pérennité des business models de care management, que ce soit pour des projets lancés par des jeunes entrepreneurs, ou par des projets qui sont lancés par des services d'aide à la personne, ou des services qui sont lancés par les pouvoirs publics ou par les CCAS, etc. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, quand on dialogue dans la silver economy, dans les services à la personne ou auprès des conseils départementaux, les deux sujets récurrents qui reviennent systématiquement sur la table, c'est d'une part le care management et d'autre part l'habitat inclusif. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est des services, en fait, qui sont perçus comme des compléments à l'offre existante, notamment de l'offre existante de services à la personne, qui viennent apporter des réponses à des situations spécifiques, mais qui sont de plus en plus fréquentes, et qui peuvent aussi apporter euh, un avantage ou un développement à une offre de services à la personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les services à la personne sont confrontés à un problème de recrutement. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'acteurs, en fait, on a moins en moins de candidats dans les services à la personne, et la situation pourrait se débloquer hypothétiquement si on augmentait la rémunération des intervenants. Mais le fait est, les acteurs de terrain observent qu'il y a aussi un problème un peu de difficulté, de complexité, et il y a un problème d'évolution des métiers, puisque quand vous entrez dans un SAD comme auxiliaire de vie aujourd'hui, la seule possibilité d'évolution, c'est de devenir responsable de secteur ou coordinateur, et en fait, le nombre de responsables de secteur ramené au total des intervenants est très faible. Alors que si vous développez des activités complémentaires comme le care management ou l'habitat inclusif, vous offrez à vos intervenants, en fait, des alternatives, des débouchés supplémentaires par rapport aux postes existants. Voilà, donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles le care management est en vogue. L'autre raison, évidemment, c'est à chercher du côté des bénéficiaires. Ce qu'on constate, c'est que les situations aujourd'hui à domicile sont de plus en plus complexes. Le nombre d'intervenants qui interviennent au domicile d'une personne âgée ou d'une personne souffrant de handicap est de plus en plus important. Et dans le cadre des personnes âgées, la distance et la disponibilité des aidants, la distance entre les aidants et les aidés est de plus en plus importante, et la disponibilité des aidants est pas toujours suffisamment importante par rapport aux besoins de la personne, ce qui s'explique à la fois par le vieillissement de la population, et aussi par le fait que les aidants ont pas tous, les aidants sont pas tous 100% disponibles pour leurs proches aidés. Parfois, ils en ont plusieurs, parfois ils ont une vie active à côté, des enfants, etc. Donc voilà, donc ça, c'est pour le care management. Je me présente rapidement. Voilà, donc je m'appelle Alexandre Faure, je suis le fondateur de Sweet Home, qui est une agence de communication spécialiste dans la silver economy. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de care management.
Heu, Déjà, j'ai un petit peu j'ai un peu, défloré le sujet, mais quand on parle de care management, c'est important de remettre l'église au centre du village et de dire de quoi on parle. La notion de care management, elle est employée à tort et à travers par beaucoup d'acteurs pour désigner beaucoup de choses différentes et le fait est que c'est assez difficile de trouver aujourd'hui un consensus ou un compromis par rapport au care management. C'est-à-dire que même quand vous regardez l'offre, quand vous on observe la variété des offres existantes, on constate que la proposition de valeur qui est faite par les différents acteurs qui se revendiquent du care management, est variable. Vous avez des acteurs qui vont se positionner, pour, aider les aidants, d'autres qui vont se positionner pour aider les employeurs des aidants, certains qui vont se positionner pour aider directement les personnes âgées, mais pas toutes. Et globalement, c'est assez difficile de comprendre exactement de quoi il est question, surtout qu'au-delà du public ciblé, on a aussi une variété de propositions par rapport à la mission. Vous avez certains, acteurs du care management qui vont proposer un service ponctuel, d'autres qui vont proposer un service plus régulier, un service récurrent, en fait, une sorte d'abonnement pour intervenir auprès de la personne âgée de façon régulière. Vous avez des organismes que moi je range dans le care management, même si on peut en discuter, qui vont intervenir sur une mission à la fois ponctuelle et très spécifique, et d'autres qui sont plus généralistes. Donc en fait, aujourd'hui, on pourrait dire que le care management, c'est toutes les activités qui contribuent, à l'autonomie, d'une personne âgée, et qui, sont pas rangées dans les cases traditionnelles, de l'aide à la personne, quoi, globalement. C'est-à-dire que c'est à la fois, une coordination, mais aussi, en fait, un accompagnement dans un ensemble de situations qui sont pas prévues par les dispositifs en place. Je vais vous donner une illustration, ce sera plus clair. Aujourd'hui, on a bien identifié la question de l'aide, enfin des aidants, plus particulièrement des aidants familiaux. On a clairement on sait à peu près combien il y en a, même s'il y a des débats encore sur les chiffres, selon ce qu'on prend en compte. On sait que globalement, il y en a à peu près un peu plus de 8 millions qui se répartissent entre, moitié pour les personnes souffrant de handicap et à peu près moitié pour les personnes âgées. En revanche, ce qui est un peu moins clair et un peu plus variable en fonction des situations, c'est comment est-ce que les aidants aident leurs proches? Et dans les situations où les aidants aident leurs proches, il y a des situations qui peuvent être, déléguées, à des intervenants professionnels et même qui doivent être déléguées à des intervenants professionnels, comme les toilettes. Typiquement, on déconseille aux aidants de faire les toilettes. Mais il y a des situations qui peuvent être déléguées comme le transport et puis il y a des situations qui sont vraiment à la charge de l'aidant parce que c'est vraiment un peu, des situations de proximité, de lien et cetera. Aujourd'hui, dans les situations qui pourraient être déléguées ou qui pourraient être prises en charge par un intervenant extérieur, il y a un certain nombre de cas qui sont, hors périmètre, de la prise en charge, par les services à la personne. Et dans ces situations, donc il y a des situations de coordination, donc pour organiser les intervenants, le paramédical, le médical, le livreur, le plombier qui vient, voilà, les situations un peu de dépannage. Ça, voilà, et puis il y a des services encore plus, disons, anecdotiques, même si le terme est un peu maladroit, qui peuvent survenir et sur lequel aujourd'hui, il y a pas vraiment quelqu'un qui est affecté. Je sais pas, par exemple, vous avez, l'ampoule de la salle de bain qui est pétée, au lieu de faire sa toilette dans le noir, il faut que quelqu'un intervienne. Bon, normalement, c'est pas l'intervenant, qui va le faire, même s'il y a des cas où il peut le faire et si vos enfants habitent, loin et qu'ils viennent une fois par semaine, comment vous faites, pour, remplacer l'ampoule, en attendant, que vos enfants arrivent? Ça, c'est un ensemble de cas. Alors je sais que l'ampoule est un peu anecdotique, hein, mais bon, c'est le premier exemple qui m'est venu, en tête. Mais vous avez un ensemble de cas où en fait faire intervenir quelqu'un, qui va venir ponctuellement pour suppléer, aux proches aidants, et qui va intervenir dans un contexte spécifique fait sens. C'est dans ce cas-là qu'en fait on fait appel à des care managers. Alors vous le voyez, la mission de care manager, elle est aussi à géométrie variable.
Vous avez des situations où ils interviennent sur, des actions assez complexes, et d'autres où ils interviennent sur des actions assez simples, mais dans les 2 cas, en fait, ils interviennent, en bordure, en fait, de ce qui se fait dans le cadre de la prise en charge, classique. Le fait est, en fait, la difficulté, du care management, elle vient justement de cette variété des missions. C'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de résumer la mission du care management, en 2 phrases ou même en 1 phrase ou même en 3 mots, quoi. Si je vous demande de résumer la si je vous demande de résumer la mission d'un plombier ou d'un électricien ou je sais pas, d'un d'un driver Uber, vous pouvez le faire en général en 1 phrase, 2 éventuellement. Un care manager, c'est très compliqué de le résumer parce que, on peut le résumer en disant, voilà, en prenant les exemples que je vous ai donnés, mais c'est pas suffisant pour, expliquer vraiment tout ce qu'ils vont faire. Et donc du coup, c'est un peu le handicap dont souffrent les care managers aujourd'hui et surtout les organismes qui font du care management, c'est que c'est assez difficile d'expliquer ce qu'ils font. Le terme care manager, il est vague, donc on ne comprend pas exactement en quoi ça consiste. Certes, si on ramène un peu à l'historique du care management, et notamment à la façon dont il s'est développé dans d'autres pays, on peut faire des analogies, mais le fait est que la façon dont il se développe en France est assez éloignée de la façon dont il s'est développé dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, en fait, on est face à un problème de formalisation. Quand on dit care management, en fait, on ne sait pas exactement de quoi on parle. C'est un peu problématique et donc du coup, si on veut étudier vraiment la question du business model du care management, on peut pas se contenter de dire, voilà, on peut pas se contenter de dire, «Je fais du care management, je veux prendre du care management, je veux créer un service de care management» parce qu'en fait, vous allez pas vraiment, vous faire comprendre par rapport à ça. Vous devez donc, vous appuyer sur 4 piliers, ce qu'on appelle les fondamentaux. Alors c'est les fondamentaux qui sont valables évidemment pour le care management, mais qui sont valables dans l'ensemble quand vous développez un business. Vous devez clairement savoir, qui va l'utiliser, qui va le choisir, qui va le payer et qui va en tirer un bénéfice. Et là, c'est là qu'on a un deuxième écueil sur le care management, en tout cas aujourd'hui en France, c'est que comme c'est difficile de le définir, c'est difficile de l'expliquer et c'est difficile de montrer à vos prospects, clients, heu, le bénéfice qu'ils vont en retirer. À partir du moment où vous apportez une solution à un problème évident, compris et détecté, ça va être facile, enfin ça va être possible de vendre une prestation, mais si vous offrez une réponse à une question que les gens ne se posent pas, ça va être difficile de les persuader, de votre utilité. Et le fait est aujourd'hui que le care management apparaît comme ça, comme c'est un métier qui est pas du tout identifié par les personnes âgées, c'est assez difficile déjà, de détecter le moment où elles ont un problème pour leur proposer votre solution qui est le care management, d'une part. Mais c'est aussi difficile, d'identifier vous, en tant que care manager, disons que vous identifiez les situations dans lesquelles vous pouvez les aider, mais c'est pas évident de trouver justement le bon moment pour leur faire cette proposition. En outre, si vous êtes sur une intervention, sur une prestation, service à la personne, c'est-à-dire que si vous intervenez physiquement au domicile des personnes en tant que care manager, ça va être difficile, vous êtes sur des prestations assez onéreuses. Globalement, aujourd'hui, quand on analyse l'offre, notamment, sur, les enseignes qui proposent une forme de care management avec une intervention à domicile, on est assez rapidement sur des montants élevés qui peuvent certes bénéficier du crédit d'impôt ou qui peuvent bénéficier qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt, mais qui restent quand même des montants assez élevés pour une personne, enfin, pour tout un chacun, compte tenu en fait du reste à charge pour la personne et donc à moins d'arriver à démontrer vraiment, une utilité réelle, c'est assez difficile de pérenniser ce type d'offre. Donc on en arrive à la donc si on a du mal à persuader une personne âgée de recourir à un service de care management, compte tenu de ce frein-là,
L'enjeu pour les sociétés qui font du care management, c'est d'arriver à identifier des personnes qui seraient prêtes à payer pour ce service et qui pourraient en tirer un bénéfice. Parce que en fait, la difficulté, si vous cherchez à faire intervenir un tiers, en fait, qui va prendre en charge la prestation, c'est que vous devez aussi lui apporter un bénéfice. Si, on va prendre l'exemple des aidants. Vous faites du care management et vous décidez de vendre aux aidants plutôt que de vendre directement aux bénéficiaires. L'aidant, il doit voir un bénéfice dans votre prestation, qui va certes être le bénéfice pour son parent âgé, mais qui va être aussi un bénéfice pour lui. Si vous vous contentez d'apporter un bénéfice pour la personne âgée sans que l'aidant voit un bénéfice pour lui, ce sera plus difficile en fait de le persuader d'acheter. Donc en général, le bénéfice que vous apportez à l'aidant, c'est que vous allez soulager, déjà lui, enfin, vous allez un peu le suppléer. Donc quelque part, vous allez le soulager, disons. D'autre part, il va être moins angoissé puisque vous intervenez, au domicile de son parent et donc vous allez lui donner, du feedback, vous allez le tenir au courant et cetera. Et en outre, vous allez l'aider aussi, à s'organiser dans son quotidien parce que vous êtes un professionnel de l'aide à la personne, vous êtes un professionnel des personnes âgées, donc vous pouvez l'aider, en fait, à gagner du temps, quoi, à identifier des problèmes qui vont pas, à mieux s'organiser et cetera. Enfin, vous pouvez lui apporter, en fait, un ensemble de prestations qui vont l'aider, dans son quotidien. Mais alors pour autant, est-ce que c'est facile de vendre du care management aux aidants? Bah, aujourd'hui, c'est un peu plus facile de vendre du care management aux aidants qu'aux aidés, mais ça reste assez compliqué. Le fait est que, c'est pour ça que le marché du B2C aujourd'hui, le marché du B2C, c'est ouais. Le marché du B2C aujourd'hui, il est assez timide, justement pour ça. Parce que globalement, ça reste un métier, nouveau, difficile à définir et que vous vous adressiez, aux bénéficiaires ou aux aidants, c'est pas évident aujourd'hui de vendre du care management en B2C. Ce qui fait penser que, le meilleur modèle pour vendre du care management, c'est d'arriver à développer une relation commerciale avec un tiers, à la relation, qui va prendre en charge la prestation pour que vous l'adressiez, aux bénéficiaires. Et là aussi, évidemment, qui sont les tiers qui ont intérêt à ce que vous aidiez les personnes âgées à rester à domicile et à rester autonomes? Bah, il y en a un certain nombre, mais disons que les tiers qui sont capables de prendre en charge cette prestation dans ce contexte-là, heu, a priori, ça peut être plutôt les acteurs de la protection sociale. Pourquoi? Pourquoi les acteurs de la protection sociale plutôt que, les contributeurs habituels que sont les collectivités locales? Bah, principalement parce qu'aujourd'hui les collectivités locales et l'État sont à budget contraint. Et par conséquent, si vous cherchez à développer une nouvelle prestation, vous avez intérêt à rechercher des partenaires, ah bah, qui seront plus, faciles à activer, disons, que des collectivités locales. Alors si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on a des exemples, en fait, de dispositifs qui ont été mis en place comme ça et je vais vous parler d'un exemple aux États-Unis qui s'appelle Papa. Alors Papa, c'est une société qui a été créée, à Miami, il y a 4 ans maintenant, par un entrepreneur qui s'appelle Andrew Parker et qui, consiste en fait à faire intervenir des jeunes. Alors historiquement, c'est des étudiants, mais maintenant ils salarient aussi des personnes pour, accompagner les personnes âgées. Donc au départ, Papa, ils avaient 3 missions. C'était d'une part assurer le transport, vers les professionnels de santé, c'est-à-dire aider les personnes âgées à aller à leurs rendez-vous médicaux, et les prendre en charge et cetera, de façon à ce que ce soit pas stressant. Il y avait une mission de un peu bah, c'est ce que fait la jeune fille sur la photo, quoi, de un peu lien social et la troisième mission, c'était de l'inclusion numérique. Après l'offre de Papa s'est un peu étoffée, mais ils sont restés sur ces 3 missions. Mais ce qui est intéressant dans l'offre de Papa, c'est pas uniquement les missions, parce que ça, bon, OK, c'est du care management, mais ce qui est intéressant, c'est le business model. C'est qu'au départ, ils étaient B2C, mais très rapidement, Andrew Parker et son équipe, ils ont signé des partenariats avec des mutuelles aux États-Unis. Avec des mutuelles et avec donc ce qu'on appelle, Medicare, donc qui est le programme national, de prise en charge, des frais de santé pour,
les personnes qui sont, voilà, pour les retraités, et donc qui est assuré par des complémentaires santé locales. Donc ils ont signé des partenariats avec les complémentaires santé locales, ce qui leur a permis d'une part, d'avoir un financeur, d'autre part de bénéficier en fait de la promotion qui était réalisée directement par le complémentaire santé auprès de leurs clients. C'est-à-dire que c'est pas papa qui faisait la pub, qui faisait de la promo, c'était directement les mutuelles en fait qui faisaient de la promo auprès de leurs bénéficiaires en leur disant: «On a un partenariat avec papa, si vous avez besoin d'un intervenant à domicile, vous pouvez le contacter, ça fait partie des prestations de votre contrat santé». Et enfin cette stratégie en fait, elle a permis à papa de lever des fonds de façon très importante, puisqu'aujourd'hui c'est une licorne, c'est-à-dire qu'ils ont levé plus de 200 millions de dollars aux États-Unis et de devenir vraiment un acteur, central et très important en fait du care management, aux États-Unis. Ce qui est intéressant avec papa, c'est que cette stratégie, elle était adossée en fait à ils ont identifié très rapidement en fait les bénéfices qu'ils pouvaient apporter aux mutuelles et ils sont vraiment construits par rapport à ça. Et les bénéfices qu'ils pouvaient apporter aux mutuelles, c'était justement des bénéfices en termes de prévention. C'est-à-dire que papa, il y a un récent article d'ailleurs dans le Washington dans le Washington Post qui explique ça très précisément. Ce qu'ils ont expliqué aux mutuelles, c'est que grâce à l'intervention de leurs, salariés, donc qui s'appellent les Papa Pals, grâce à l'intervention de leurs salariés, heu, les, heu les bénéficiaires, donc les personnes âgées, vont avoir un comportement plus préventif. C'est-à-dire que le papa pâle, comme il va sympathiser avec son client, il va développer avec lui une relation de confiance, ils vont discuter ensemble et il va pouvoir l'inciter à avoir un comportement plus préventif, ce qui consiste à, faire des examens plus régulièrement, aller chez son médecin, et cetera, de façon en fait, à anticiper, les problèmes puisque, en fait, de nombreuses études montrent que, les actions préventives en termes de santé, permettent d'éviter, aux problèmes, de s'aggraver. C'est-à-dire que si vous êtes diabétique, par exemple, et que vous faites dépister votre diabète avant qu'il devienne vraiment, morbide, vous avez une meilleure chance justement, de pas avoir de séquelles importantes. Si vous avez un cancer et que vous vous faites dépister ce cancer en phase très, amont, vous avez plus de chances d'en guérir que si vous vous faites dépister le cancer quand il est déjà très, très avancé. Et donc en fait, ce que papa vend aux mutuelles, c'est pas uniquement un service, complémentaire c'est pas seulement un service complémentaire pour, espèce de service d'aide à domicile qui serait adossé à la complémentaire santé et qui servirait finalement un petit peu de complément de garantie, mais c'est bel et bien un dispositif pour aider les mutuelles en fait à faire des économies. C'est-à-dire qu'ils vendent aux mutuelles la possibilité d'inciter, leurs, clients et bénéficiaires à avoir une approche plus préventive et donc à coûter moins cher aux mutuelles. Voilà, c'est malin, hein? Et donc du coup, c'est un bon deal parce que pourquoi c'est un bon deal? Parce que, papa, il va vendre son service aux mutuelles qui vont le refacturer de façon très, très, marginale aux bénéficiaires et en fait, papa eux, ils ont une rente en fait par rapport à ça. C'est-à-dire que globalement, les deals qu'ils signent avec les mutuelles sont beaucoup plus importants que ce qu'ils pourraient signer s'ils signaient en B2C, enfin s'ils signaient directement avec les particuliers. C'est beaucoup plus pérenne parce que c'est des contrats qui sont construits sur plusieurs années et qui sont calculés par rapport au nombre total de bénéficiaires potentiels. Et enfin, c'est voilà, ils sont sûrs de s'inscrire, durablement dans le paysage, de la silver economy ou de l'équivalent de la silver economy aux États-Unis. Donc après, si je vous parle de papa avec autant d'insistance, c'est parce que c'est un modèle qui est clairement identifié et qu'aujourd'hui, en termes de développement dans la silver economy, il y a 2 choses qui sont sûres. La première, et ça, bon, c'est beaucoup d'acteurs qui vous le diront, c'est que c'est quand même
préférable de rechercher les partenariats et de chercher une forme d'écosystème pour développer son activité que de partir seul la fleur au fusil en B2C. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, et ça, bon, ça, c'est ma conviction à moi, à moins d'être sur une activité qui existe déjà de façon claire en B2C et sur lesquelles il y a des business models identifiés, il est préférable de rechercher une activité en B2B2C pour avoir des effets, d'une part pour arriver à se développer et d'autre part pour avoir un effet massif. C'est-à-dire que papa, si c'était resté, un type local, qui a monté son truc en Floride, certes, on trouverait ça sympa parce qu'ils ont l'air, voilà, heureux, plein de vie, joyeux, et cetera. Mais ça resterait quelque chose d'assez faible, quoi. Alors que là, en fait, en à peine, 4 ans, 3 ans, ils ont réussi, en fait, à monter une espèce de mastodonte, quoi, qui a vraiment un impact majeur sur, la santé, des seniors américains et qui est vraiment, voilà, clairement une idée forte. Et aujourd'hui, il y a peu d'acteurs du care management en France, qui arrivent à se positionner sur ce modèle-là, quoi. C'est-à-dire que, globalement, le papa français, reste à inventer. Il y a certains acteurs qui ont, cette stratégie. Alors, il y a notamment, Allo Louis qui a cette stratégie et qui est sur un business model assez similaire à papa, qui a cette stratégie, mais qui a pas forcément aujourd'hui, en tout cas, une strat un qui fait pas forcément la démonstration de façon aussi affirmée de l'impact, sur, la santé des seniors. C'est-à-dire que papa, vraiment, ce qui est important aujourd'hui dans la façon dont ils communiquent et ils se développent, c'est qu'ils vont clairement dire: «Si vous travaillez avec nous, on va améliorer la santé de vos clients». Et ça, ce niveau-là de promesse, en fait, cette promesse-là, pour les mutuelles, c'est enfin, pour les complémentaires santé, disons, d'une façon plus large, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Parce que s'ils arrivent à améliorer la santé de leurs bénéficiaires, c'est-à-dire à diminuer les dépenses de santé sans avoir à diminuer les cotisations, bah, forcément, ils gagnent de l'argent et donc vous leur apportez un avantage concurrentiel qui est vraiment important. Bon, après, il faut arriver à en faire la preuve, mais le fait est qu'en tout cas, papa, il y arrive, quoi. Donc vous avez au moins, un acteur de référence sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire la même chose. Hem, donc du coup, quels seraient les partenaires pour un papa français? Bah, en fait, vous les connaissez, les partenaires pour un papa français, c'est les mutuelles, les compléments, enfin, c'est globalement les caisses de retraite, les mutuelles, la CNAV, dans une certaine mesure, qui pourraient être intéressées par ce type de partenariat. Après, les caisses de retraite, en France, enfin, il y en a encore un certain nombre, mais bon, elles sont quand même faciles à identifier. Les mutuelles, il y en a quand même un certain nombre, mais c'est pareil, elles sont assez faciles à identifier. Et je pense que si vous cherchez à développer une activité de care management aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas tant de définir les services que vous allez apporter aux seniors, mais plutôt d'identifier clairement les partenaires qui vont vous suivre, en fait, qui vont vous faire confiance sur cette activité et sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour développer, la future licorne française, du care management. Voilà. Voilà, bah, je vous remercie. Je vais répondre à quelques questions puisque je vois qu'il y en a beaucoup. Hem Alors, par contre, j'arrive pas à reconstituer. Alors, je remonte au début parce que voilà, voilà. Heu, alors, ouais, non, ça, c'est pas une question. Alors, vous me demandez, alors, est-ce qu'il y a en fait, vous me posez des questions par rapport au diplôme. Donc là, j'ai une question qui dit, dans les pays anglo-saxons, il y a un diplôme. Dans la réalité, les care management sont souvent des infirmiers et si pas des infirmiers, nous avons des masters en santé alors que l'entrée est bac enfin bon, bref. La question, c'est: est-ce qu'il y a un diplôme de care management aujourd'hui? La réponse est pour le moment non. Chez Autonomia, ils travaillent justement à la structuration d'un cursus diplômant pour avoir un vrai diplôme de care manager. Alors, ils appellent pas ça care manager, ils ont un autre nom, mais effectivement, eux, ils travaillent à la création d'un diplôme de façon à pouvoir vraiment avoir un parcours,
identifier. C'est vrai que j'ai longuement insisté sur Papa. Papa, au départ, ils étaient partis sur des étudiants, donc qui recevaient une formation, très, très courte, en fait, par rapport à leur activité. Hem, Moi, j'aurais tendance à préférer des modèles qui se reposent sur des intervenants qui ont vraiment un cursus, une reconnaissance et une formation, un encadrement, plutôt que sur des étudiants. L'énorme difficulté, si vous passez par des étudiants, alors l'avantage des étudiants, c'est que vous pouvez les payer, au lance-pierre, quoi, pas très cher, un peu comme les baby-sitters, quoi. L'inconvénient, c'est que les étudiants, ils sont pas étudiants toute leur vie, et donc du coup, si vous vous développez, de façon exponentielle et que vous vous reposez uniquement sur les étudiants, bah, c'était le problème de Papa, au départ, enfin quand ils ont commencé à croître, c'est que vous passez votre vie à recruter, quoi, et qu'en plus de ça, vous êtes sur des profils un peu précaires, donc au bout d'un moment, vous avez un problème un peu, bah, d'ubérisation, et c'est pas très pérenne. Donc moi, j'aurais tendance à privilégier soit les structures, bah, comme Autonomia qui cherchent à développer un diplôme, enfin un cursus diplômant, soit les structures qui un peu comme les services à la personne, comme les SAD, qui sont capables en fait, bah, d'encadrer et de former leurs intervenants. Heu, donc je cherche à intégrer des prestations de care management pour une entreprise de télésanté, quelle démarche? Bah, là, comme je le disais à l'instant, pour moi, la meilleure démarche, c'est d'identifier des partenaires qui seraient prêts à vous suivre, parce que l'enjeu, enfin la le marché en B2C, il est vraiment extrêmement complexe, et compte tenu du coût, en fait, d'acquisition, soit vous vous retrouvez avec des prestations qui sont très, très chères par rapport à ce que les seniors sont prêts à mettre aujourd'hui, soit vous perdez de l'argent, quoi. Donc j'aurais tendance à penser que l'enjeu pour moi, c'est d'identifier des partenaires, un réseau, un écosystème dans lesquels vous puissiez vous intégrer pour trouver justement un équilibre, sur la prestation, et pas faire reposer l'ensemble du coût de la prestation sur vos bénéficiaires. Heu, alors, bonjour, le secteur privé a lancé des initiatives autour du care management. Pensez-vous que le secteur public s'empare de ces sujets et le développe dans le cadre du virage domiciliaire? Voyez-vous des possibilités de future prise en charge par la sécurité sociale? Alors, il y a déjà des acteurs publics, qui font du care management. J'ai vu passer, récemment, il me semble que, alors c'est un CCAS, je ne sais plus dans quel département, je me demande si c'est pas en Aveyron, qui propose un service, de care management. Alors c'est plutôt du care management type, information ponctuelle, que du care management type, intervention à domicile. Mais en fait, il y a déjà des acteurs publics qui veulent en fait proposer ce service à leurs concitoyens. Donc après, il n'y a pas aujourd'hui enfin, tout le monde, en fait, la porte est ouverte à tout le monde, et encore une fois, je me répète, mais je pense que l'enjeu vraiment du sujet, c'est d'arriver à positionner ce service dans un écosystème pour que le reste à charge, soit équilibré, quoi, et soit supportable pour les personnes. Mais après, on est tous, de toute façon, tous les acteurs aujourd'hui de la longévité, publics comme privés, sont conscients qu'il y a un enjeu énorme, en fait, autour globalement de la coordination et de l'orientation, et que voilà, en fait, tout le monde cherche un peu la solution, mais personne n'a vraiment trouvé, et donc probablement que la solution, elle est, plus dans la définition un peu d'une fonction et d'une activité que dans un statut, quoi. Donc, il y a des acteurs du privé qui vont proposer des choses, il y a des acteurs du public qui vont proposer des choses, et il faut arriver à trouver le bon format. Je réponds encore à 2 questions parce qu'après j'ai une deadline, je crois qu'il faut que je m'arrête de parler à 45, sinon je me fais couper. Heu, Papa ressemble plus à un SAD qu'à un service de care management. Bah, oui, alors c'est pas vraiment un SAD parce que justement les missions du SAD pur et dur, ils les font pas, en fait, et au début, ils ont eu ces problèmes-là parce qu'ils étaient, certaines mutuelles, en fait, complémentaires, communiquaient mal juste sur leurs prestations, et donc il y a des étudiants qui se présentaient chez les personnes âgées en pensant qu'ils allaient, les emmener chez Starbucks, et en fait, on leur tendait, la serpillière et le seau pour qu'ils fassent le ménage, et ils étaient pas vraiment, très heureux de de ça. Mais je pense qu'ils sont un peu, même à la limite, il y a même je pense qu'il y a même des gens qui vous diraient que c'est pas du care management du tout. Mais je pense qu'ils sont un peu je pense que, comme je le disais en intro, la limite, en fait, est assez floue aujourd'hui,
Et il y a même quand je vous cite Allo Louis ou des acteurs comme ça, c'est pas vraiment clairement du care management. Moi, il y a même des spécialistes en fait qui sont vraiment sur des domaines très pointus, comme comment il s'appelle, Papy Happy par exemple, qui aide les personnes âgées à trouver un habitat adapté. Moi, je trouve que c'est un peu du care management. C'est vrai que bon, c'est pas stricto sensu, si on s'en tient en fait à d'autres acteurs, c'est pas le cas. Mais je pense que globalement, on a une espèce d'écosystème d'acteurs qui essayent d'apporter des solutions pour faciliter l'inclusion ou l'autonomie des personnes âgées et qui font tous peu ou prou du care management. Et après, voilà, pour le moment, c'est assez, disons, c'est assez vague, disons qu'il y a beaucoup de possibilités et peut-être que les choses vont se resserrer et que la réponse, elle est justement dans cette forme un peu d'écosystème, du care plutôt que dans une fonction spécifique prise en charge par un acteur spécifique. Hem Voilà, alors donc ouais, vous me dites qu'il y a pas d alors j'ai volontairement choisi de pas justement pas faire trop de name dropping sur les sociétés françaises. Alors j'ai parlé un peu d'autonomie et des autonomy planners. C'est pour ça que pour moi, c'était plus facile de vous présenter une société américaine, donc Papa en l'occurrence, qui est quand même largement documentée. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a des acteurs français qui font des choses. Bon, j'en ai quand même cité quelques-uns. Mais j'avais pas suffisamment de matière, en fait, pour faire vraiment une analyse complète, d'une société française comme je l'ai faite Papa. Et c'est d'ailleurs, en fait, un point qui est soulevé par plusieurs experts, de l'économie de la longévité en France et aux États-Unis, enfin, globalement dans le monde. C'est qu'aujourd'hui, on a peu d'exemples européens qui aient la taille de Papa et qui donc permettent de mettre en exergue justement, ce type d'activité. Donc après, moi je ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir faire une étude de cas sur, un acteur français qui arriverait au même résultat, quoi. Et je pense qu'on peut parce qu'on a des ser on a un système de protection sociale qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé qu'aux États-Unis. Donc si Andrew Parker, il a réussi à faire ça aux États-Unis, je pense qu'on pourrait faire ça en France, hein. Il y a pas de Je pense qu'il y a pas de frein, au niveau de la protection sociale en France, quoi. On est sur un pays où il y a vraiment ça, on a vraiment ça, on a vraiment ça et puis nous, en plus, on a une filière silver economy donc allons-y. Hem, donc heu, donc voilà, l'idée de positionner des étudiants est en opposition avec la volonté de valoriser et professionnaliser les intervenants. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je pense que enfin, je sais qu'il y a des services des sociétés aujourd'hui qui se développent sur des business models avec des étudiants. Comme je l'ai dit, je pense que en termes RH, c'est compliqué et 2, c'est pas pérenne et je pense que vraiment, on a intérêt à valoriser les métiers du care, enfin les métiers qui sont des services à la personne, les métiers des SAD et que, pour moi, c'est l'enjeu justement du care management et de l'habitat inclusif à travers les postes en fait qui se développent dans l'habitat inclusif. C'est justement, d'être des outils, de développement des fonctions de care qui existent aujourd'hui déjà et que ça peut être un formidable, outil pour, promouvoir ces activités, les tirer vers le haut et aider en fait, les services à la personne globalement à recruter plus pour répondre aux enjeux de la transition démographique, heu, qui vont se présenter dans les, 4 ou 5 années, qui viennent, quoi. Allez, une dernière et puis après c'est bon. À ce jour, la majorité des care management sont locaux, alors que les caisses de prévoyance ou mutuelles raisonnent pour un service au niveau national. Oui et non. En fait, c'est sûr que si vous pensez à AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, c'est des groupes de protection sociale qui sont au niveau national. Maintenant, vous avez aussi d'une part, vous avez aussi des mutuelles locales. D'autre part, même si AG2R, vous les visualisez comme des services nationaux, ils ont quand même aussi des antennes locales et en outre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les services de care management, ont commencé à des niveaux locaux puisque les autonomy planners, historiquement, ils avaient commencé à Aix. Vous avez d'autres services qui se développent, plutôt du côté de Bordeaux et cetera. Mais je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à en fait, ils veulent tous commencer par prouver un peu leur concept à un niveau local avant de grandir au niveau national, quoi. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à trouver un partenariat, gagnant-gagnant et de se reposer dessus, quoi.
Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais m'arrêter en plein milieu d'une phrase et je vais me faire couper. Donc, en tout cas, je vous remercie tous pour, votre attention, vos questions, c'était vraiment top. Et puis, bah, si le sujet, vous intéresse et que vous souhaitez poursuivre la discussion, bah, vous pouvez me trouver déjà, je vous ai mis mes coordonnées, là et sinon vous pouvez me trouver sur LinkedIn et je serai ravi de poursuivre l'échange avec vous. Voilà, merci beaucoup et bon après-midi. Et là